Avant de découvrir la couverture de la villénologie, c'est un mot qui est compliqué à dire quand on est en interview. T'as compliqué les choses quand même, hein. Je te propose de faire connaissance avec toi grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Je le répète, dans le chat, vous pouvez jouer aussi, parce que Violaine ne voit pas vos réponses. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est cool. Si tu étais un livre de chevet pour faire un peu connaissance avec toi, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Alors, j'ai triché parce que j'ai préparé le truc. J'aime pas arriver un peu déboîtée. Donc, j'ai pris ma pile de chevet. Donc, chez moi, il y a toujours plusieurs lectures qui sont en cours. J'ai aussi des passages où je lis beaucoup, très, très vite et des passages où j'ai des grosses baisses de lecture. Donc, il y a toujours un roman gore. Donc, la collection Trash Zaroff, si tu me regardes en replay, bonjour. Là, j'ai un auteur auto-édité, le deuxième volume de Bad Voodoo de Simon Perdry, en mode survival western thriller. Ensuite, je lis beaucoup de bandes dessinées de comics. Ça, c'est une collection sur les serial killers. C'est le dernier, c'est BTK, et c'est pas très bon d'ailleurs. Ensuite, cinéma oblige, parce que j'aime beaucoup le cinéma, je suis abonnée à Mad Movies, donc il y a souvent une lecture de Mad Movies au programme. Et du nouveau détective, parce que ça, c'est un truc, j'ai l'abonnement depuis des années et je m'intéresse énormément aux faits divers. Voilà, c'est d'inspiration, j'imagine, les faits divers. Ça t'inspire, les faits divers? Ou c'est de la détente? Juste comme ça pour voir où va le monde. Il y a un mélange des deux. C'est pas de l'inspiration directe. Déjà, c'est de la curiosité. Ensuite, ça renseigne beaucoup sur la nature humaine. Parce que parfois, les faits divers dépassent la fiction. Ensuite, j'aime beaucoup le style d'écriture, qui est un peu journalistique. Voilà, du coup, ça nourrit un peu... Voilà, j'écris pas de polar ni de thriller, mais ça vient nourrir tout le reste. Si tu étais un format, parmi tous ceux qui existent, le poche, le grand format, e-book, audio, bande dessinée, magazine de faits divers, qui sait? Alors, clairement, pas numérique. Je ne lis pas numérique à moins d'y être absolument obligé. Pour moi, un livre, ça doit sentir le papier, on doit pouvoir tourner les pages, on doit pouvoir voir où est-ce qu'on en est au niveau de la lecture en termes d'avancée, de nombre de pages. Je pense à un brochet avec une couverture souple, parce que le côté rigide, c'est moins mon truc, il y a un côté un peu engoncé. Donc ouais, un brochet. Et tu étais une maison d'édition. Ce n'est pas une question piège. Non, c'est pas une question piège, mais j'ai envie de dire, la question, c'est pas ça. C'est que aujourd'hui et à l'avenir, j'ai l'intention de continuer à être auteur hybride, c'est-à-dire m'auto-éditer et si rencontre romantique et plus si affinité, travailler avec une maison d'édition. Mais voilà, la maison d'édition, pour moi, c'est pas une finalité en soi au niveau de ma démarche artistique, c'est quelque chose qui me fait envie. Mais sur des projets donnés. Voilà, mon objectif, c'est pas de me faire éditer à tout prix par n'importe qui. C'est voilà, qu'il y ait une rencontre, que voilà, mes productions collent avec la philosophie et le positionnement de la maison d'édition. Et pour le reste, quand j'ai envie de faire ce que je veux et d'avoir tout à fait le champ libre sur couverture, planning, communication, etc., je m'auto-édite. Donc voilà, c'est ça. Par contre, si je dois quand même citer une maison d'édition, je ne peux pas ne pas citer Zone 52, qui a édité mon premier roman là, il y a quelques semaines, Screaming Boys, parce qu'on est sur la micro-édition. Voilà, une jolie collection. C'est un peu ma philosophie, voilà, c'est de la rencontre. Et ça, c'était cette collection-là, et Zone 52 édition, c'était de l'ordre de la rencontre de ma production et de la philosophie de la maison d'édition. On va en parler tout à l'heure de Screaming Boys, parce que évidemment, ça fait partie de tes projets, de tout ce que tu as fait. Et puis ça crée plein de questions, c'est ça qui est chouette. Si tu étais un rayon dans une librairie, pour les gens qui ne savent pas du tout, quel rayon tu serais? Tu dirais quoi? Littérature de l'imaginaire, mais genre le rayon qui est tout en haut. Donc clairement, pour te donner l'exemple, aujourd'hui à Strasbourg, je suis dans 2 librairies, bientôt 3 j'espère. Donc il y a une librairie qui se trouve qui est des bateliers à Strasbourg qui s'appelle Le Tigre, qui fait du comics et de la micro-édition, et je suis dans le rayon littérature engagée, donc plutôt féministe avec mes villénologies.
Donc on est aussi sur de la littérature pour adultes et engagés. Ensuite, je suis au Camphrier qui est Place Kléber. Et donc le Camphrier, c'est une librairie japonaise, japonisante. Et ils m'ont accueilli très bien. Et ils ont intégré mes écrits au niveau du rayon Eroguro. Donc l'Eroguro, c'est de l'horreur érotique japonaise. C'est un mélange de macabre, de grotesque et d'érotique. Donc voilà, je suis dans ce rayon-là et j'en suis assez fière. Par contre, le rayon est très très haut, au point qu'il me faut presque un marchepied. Voilà, et puis j'espère prochainement intégrer une autre librairie Obscurae qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Strasbourg, qui fait de l'imaginaire. Donc voilà, rayon de librairie, c'est rayon adulte, imaginaire et avec une... Enfin, c'est même pas une préférence, pour moi, c'est de la librairie indépendante. Alors, pause technique, on a la même chose qu'hier, c'est un truc de fou. Je vous expliquerai un jour le truc. Est-ce que tu as tes oreillettes pas très loin? Je tente les sans fil. Oh, ouais, moi je les aime bien les sans fil. Mais bon, il faudrait juste que tu règles, comme hier en fait, on a fait un petit test hier, et là c'est super incompréhensible. S'il y a un ingénieur du son dans la salle, n'incitez surtout pas. Je n'ai jamais vu ça. Ça fonctionne. Je suis là, tu m'entends? C'est parfait, oui, nickel. Ouais. En fait, donc, du coup, faut que je répète quelque chose ou... Non, on a tout entendu, je te rassure, mais je coupe parce que c'est vrai que ça grésille, comme disait Christophe. Mais on va jouer à changer d'oreillette régulièrement. Vous ne tracassez pas, c'est pas très grave. Donc, indépendante, on a tout entendu. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Alors, pour les vieux poches, les livres d'occasion, je corne. Voilà, pour les livres neufs, je suis assez soigneuse. Et là, soit on m'offre un marque-page et le marque-page reste dans le livre qu'on m'a offert ou que j'ai acheté. Il ne va pas voyager. Soit j'utilise mes propres marque-pages. Et là, c'est la minute promo. Donc, j'ai notamment le dernier pour la Villénologie 2 et la Villénologie 1. Voilà, donc mes marque-pages, parce que c'est toujours sympa. Charité bien ordonnée, autant se faire plaisir avec ses marque-pages. Je trouve que c'est normal, je fais ça aussi. Si tu étais un personnage? Ça, c'est une question compliquée pour moi. Je m'identifie pas des masses aux personnages que je lis ou que je vois dans des films. Et là, pour le coup, c'est un grand écart. S'il y a vraiment un personnage qui me parle en littérature, dans tout ce que j'ai lu, c'est, attention, grand écart, Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent, Margaret Mitchell. Je l'ai lu plusieurs fois, c'est un des romans que j'ai le plus lu. J'ai commencé à lire à l'adolescence parce que déjà, c'est un roman qui est fantastique, c'est une fresque. Et Scarlett O'Hara, c'est un personnage féminin qui est ultra intéressant, hyper moderne. C'est quelqu'un qui est badass. Ça parle de féminisme, hein, mine de rien. Voilà, pour moi, c'est le personnage. Si tu étais un temps de conjugaison? Alors là, sans hésitation, le présent. Voilà, j'ai une écriture qui est très cash. Je fais pas de fioritures. C'est très imagé. Voilà, on parle d'écriture cinématographique. Pour moi, c'est le truc naturel qui me vient. Donc, c'est le présent. Après, il m'arrive de faire des petites infidélités avec d'autres temps, mais alors, je suis extrêmement mal à l'aise. Voilà. La grammaire, ça n'a jamais été mon truc parce que, voilà, je pense que j'ai fait un blocage là-dessus et du coup, j'ai jamais rattrapé. Et j'ai pas l'intention de le rattraper, en fait. Il y a des correcteurs qui font le boulot et voilà. Donc, le présent. Et bonsoir Xavier, bienvenue. Bonsoir Gilles, bienvenue également. Vous êtes de plus en plus nombreux, soyez les bienvenus tous. J'espère que vous allez bien. Prenez quelque chose à boire, à manger, asseyez-vous confortablement. On va passer une soirée de dingue. Si tu étais une musique, une bande son, par exemple pour tes livres, tu mettrais quoi comme bande son à la Villénologie? Eh ben, figure-toi que je fais des... Figure-toi que je fais des playlists. Donc, pour chacune de mes sorties, j'ai un QR code dans mes livres avec ma propre playlist. Donc, c'est pas une playlist que j'utilise pour écrire parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose de très particulier. Par contre, c'est une playlist qui est plus un billet d'humeur où je rassemble des titres qui sont en rapport avec le contenu de mes écrits. Et ça donne elles sont ouvertes, hein, mes playlists, elles sont sur Deezer, elles sont accessibles même sans compte Deezer.
Et ça donne des mélanges qui sont à l'image de ma manière d'écrire, c'est-à-dire très hétéroclite. Je prends le cas de Screaming Boys. On va trouver du Nancy Sinatra, du Britney Spears, du Ultra Vomit, et d'autres titres de métal aussi, du Backstreet Boys. Enfin voilà, moi j'aime les grands écarts culturels. C'est voilà, mes playlists sont des grands écarts culturels, mais en même temps donc des billets d'humeur par rapport à l'écriture. Et ensuite, pour ce qui est d'écrire, à proprement parler l'acte d'écriture, j'écoute parfois de l'opéra et là, depuis quelques mois, majoritairement du métal. Et donc du métal où je ne comprends pas les paroles, quelque chose de très très saturé. Pour l'anecdote, parce que ça m'a fait rire, tu sais, en fin d'année, quand on a Spotify et Deezer, on a nos stats d'écoute. Et je suis la personne qui, en France, a le plus écouté Tirfing, qui est un groupe suédois, si je ne dis pas de conneries. Voilà, du folk metal, death metal, etc. Donc, parce que c'est ce que j'ai majoritairement écouté pour écrire l'année dernière. Et comme j'ai beaucoup écrit, eh ben, j'étais la plus grosse écouteuse de France. Ils vont t'inviter à leur concert, s'ils nous écoutent. Julien. Ah ben, ce serait chouette. Mais je ne connais pas, mais du coup, je vais noter. Enfin, je te redemanderai après, mais je vais aller écouter ça. Ouais, ça m'intéresse. l'orthographe. Christophe demandait, tu écris donc au présent. Est-ce que tu écris aussi à la première personne du singulier ou alors pas du tout? Ça m'arrive. En fait, chaque texte a sa propre identité, son propre univers. Donc, comme je travaille majoritairement de la nouvelle, en fait, à chaque fois, je renouvelle aussi l'approche que j'ai du texte. Donc, dans certains cas, j'ai un contenu, un angle qui est historique. Et j'ai des nouvelles qui sont effectivement avec un narrateur externe. Et j'ai quelques nouvelles avec du jeu. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Je l'ai fait notamment sur mon avant-dernière nouvelle, Fuck Me, I'm a Mouche, qui est le journal intime d'un acteur porno qui suit une thérapie génique avec de l'ADN de mouche. Bon, pour la petite histoire, donc c'est un clin d'œil au film La Mouche de Cronenberg. Et donc cet acteur porno va, ça va être la descente aux enfers, mais c'est rédigé en mode journal intime et jeu. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est un peu comme si je parlais moi, mais à travers un personnage, c'est-à-dire moi sans filtre. Du coup, ça donne des choses qui peuvent être extrêmement trash, quoi. Là, du coup, il n'y a vraiment plus de filtre. Alors, je note vos questions. Hein, donc, Xavier, j'ai noté la question. Pas de souci. On est toujours sur le petit questionnaire et il va y avoir un changement d'oreillette dans 2 petites secondes, je crois. Oui, si tu veux. En attendant, je pose les questions. Mais... Donc, bienvenue à tous. Je vois que vous êtes là. On a un truc complètement lunaire avec le son chez Violaine. Mais c'est marrant. Ça pourrait presque faire le début d'une nouvelle avec le son. S'il y a des spécialistes, je crois que c'est un Mac. C'est un truc de fou. Est-ce que vous avez déjà lu un ou plusieurs livres de Violaine dans le chat? Ou est-ce que vous découvrez complètement son univers? Ça m'intéresse. Alors, tu m'entends, mais moi je ne t'entends pas. Donc il faut aller dans le programme et mettre le bon micro. Et a priori, ça y est. Enfin, j'espère. Non. Ça, c'est pire. Je préférais quand ça grésillait. Non, je t'entends pas du tout. Sinon, on refait sans les oreillettes du tout. Ça peut marcher. Oui. Je vais vraiment poser la question. Jamais lu, mais ça a l'air bien barré. Ah oui, je te confirme. Ça va être tout noir. Perso, j'ai lu les 2 premières villénologies et j'attends la 3e. On va découvrir la couverture ensemble. Violaine va revenir. Vous inquiétez pas. On est en train d'y travailler. C'est pas évident de faire plein de trucs.
En même temps, c'est vrai que c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez des tablettes plutôt Mac? Vous avez déjà eu un souci comme ça? C'est le moment d'envoyer la pub. Mais oui, mais je vais pas faire ça quand même. Sauf si vous voulez. Hein. Tu m'entends? Oui, tu es revenu. Hop là. C'est un truc de dingue. Je pense que le son est possédé. Beaucoup de questions. Je vais te poser la dernière de ce petit questionnaire. Si tu étais un verbe, et on va tout de suite partir dans ton univers parce que je vois qu'il y a plein de questions, de savoir ce que tu fais, ce que tu proposes. On voit qu'on parle déjà d'horreur, d'érotisme, de pornographie. Il y a des tas de choses qui se passent et des visuels incroyables. Mais si tu étais un Alors, si verbe, j'étais un verbe, et ça ferait une très bonne transition, ça serait prendre son pied. Dans le sens où, voilà, c'est ma philosophie d'écriture. En gros, comment dire? J'ai cette sensation de je sais si ce que j'ai écrit est bon, si j'ai pris mon pied. Ça peut être, il peut y avoir des passages de souffrance, hein, parce que écrire, enfin, tu sais ce que c'est pas simple, hein. Il y a des moments où c'est pas mûr, c'est pas prêt à sortir, où tu as l'impression que tu écris de la merde, et cetera. Mais par contre, au bout du bout, quand tu lis ton texte final et que ça sonne juste, là, il y a une sensation, de jouissance intellectuelle, quoi. Donc voilà, c'est prendre son pied. ton pied, et on va évidemment en reparler. Notamment, pourquoi ce choix de l'érotique dans tes écrits, demande Xavier. C'est pas un choix, ça vient naturellement. Alors, il y a quelque chose qui est très très important, c'est que je n'écris pas que de l'érotique, attention, hein. L'érotisme, c'est quelque chose qui vient se rajouter par rapport à un contenu d'imaginaire pour adultes. Donc, à la base, j'ai toujours une couche de fantastique, d'horreur ou de SF. Et parce qu'on est sur l'imaginaire pour adultes et de l'imaginaire déviant, où j'ai très peu de tabous, etc., et ben, il y a du sexe qui vient se rajouter parce que ça fait partie de l'expérience humaine d'un adulte, etc. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle la majorité de mes textes, peut-être un bon 80%, il y a des passages érotiques, voire carrément pornographiques, parce que voilà, ça a sa place, quoi. Mais je suis pas une auteure érotique, hein. Là, clairement, non. Et c'est pas du tout ce que je. C'est pas mon credo, quoi. Mon credo, c'est le mélange. C'est une expérience littéraire complète. On va le découvrir avec tes livres, et je vois que beaucoup sont impatients. Tome 3 commandé pour certains, hâte de voir le tome 3. La villénologie. Alors, ma question, elle est un peu bête, mais tu définirais comment ça pour les gens qui nous écoutent et qui se disent mais d'où vient ce mot, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on pourrait lui mettre une définition ou pas? Parce qu'il n'y a peut-être pas moyen de mettre une définition. Et puis, je te laisserai nous révéler la couverture et le pitch peut-être de ce volume 3, si tu le souhaites. Je mettrai la couverture que à ce moment-là, je suis comme ça. Là, je vais j'attends. déjà montrer la couverture parce que Oui. voilà, hein, je suis un peu impatiente. Donc voilà, la couverture de la 3. Donc il y a un fil rouge au niveau des villénologies qui sont des recueils de nouvelles. C'est que toutes les couvertures représentent des femmes, mais dans un imaginaire extrêmement dark. Donc on a des succubes. J'ai la villénologie 1. Voilà, avec une espèce de démon au-dessus d'une baignoire remplie de sang. La villénologie 2, qui ne manquera pas de rappeler un peu le labyrinthe de Pan. Voilà, on a aussi voilà, quelque chose de très dark et en même temps très coloré. Donc ça représente complètement ce que j'écris. C'est-à-dire que j'écris pas que de l'horreur. J'ai écrit de l'imaginaire dark pour adultes et maintenant je parle de déviance parce que justement je vais sur des terrains qui sont pas traditionnels où je vais parler de paraphilie, donc typiquement la nécrophilie c'est quelque chose qui revient assez chez moi. Je vais parler de fétichisme quand ça se présente par rapport au texte. Donc la villénologie, pourquoi parce qu'à l'origine tout s'est fait un peu par on va dire monter l'escalier. J'ai écrit une première nouvelle un peu pour jouer et j'ai appelé ça ma vilaine nouvelle parce que je trouvais que le contenu était un peu vilain, quoi. Et j'en ai écrit une deuxième, une troisième, etc. Et après je me suis dit je vais faire un recueil.
Et le recueil, je voulais pas appeler ça recueil de nouvelles. Et je trouvais que villénologie, il y avait quelque chose qui était de. Ça rappelait déjà un peu le terme anthologie. Et il y avait quelque chose qui était l'ordre de la science. Et c'est un peu ma science littéraire qui est de faire des mélanges, des recettes à chaque nouvelle, qui donnent des choses qui sont complètement différentes. Et du coup, c'est des recueils dans lesquels il n'y a pas forcément d'unité. Il y a 4 et quelques nouvelles dans chaque recueil. Et chaque nouvelle a sa propre identité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on va avoir vraiment des grands écarts. Si je reprends donc la dernière villénologie, puisque c'est quand même celle qui nous intéresse C'est ça. aujourd'hui, j'ai des textes qui ont un ancrage, qui se passent en tout cas à d'autres époques. Donc par exemple, Séminaire de désintégration, c'est une critique, on va dire, d'un certain marché du travail, des entreprises qui licencient de manière abusive, etc. Donc c'est très inspiré, enfin c'est pas très inspiré, on peut y retrouver un clin d'œil à La Purge au film American Nightmare. Et donc c'est un séminaire d'entreprise qui est organisé pour réduire les effectifs, et ça se passe dans les années 90 aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Ensuite on refait un saut dans le temps avec La petite fille au cocktail Molotov, et là on se retrouve au Danemark au 19e siècle, à l'époque qui était utilisée dans La petite fille aux allumettes, le conte dont je me suis inspirée. Camping Purgatoire, qui est la dernière nouvelle et qui est une revisite du mythe d'Adam et Ève en mode survival. Et pour ceux qui sont amateurs de cinéma d'horreur, il y a un clin d'œil à Wolf Creek notamment. Et là on va être dans les États-Unis des années 70, le long de la route 66. Donc c'est une première chose sur laquelle je joue, c'est la dimension historique, le moment où ça se passe. Ensuite j'ai des mélanges qui sont à base de sujets de société. Donc effectivement, Séminaire de désintégration, je l'ai écrit à la rentrée, et pour avoir été salariée très très longtemps et voir l'évolution du marché du travail, j'avais un peu envie de parler de ça, aujourd'hui de la manière dont les entreprises licencient. Et ça s'est traduit en une nouvelle qui est fun, mais voilà, qui a quand même un petit message politique derrière. Il y a de la revisite de contes, donc avec La petite fille au cocktail Molotov. Mais bon, comme vous l'avez compris, moi je prends les contes, et déjà les contes originaux sont dark. Mais en gros, je reprends les contes, je déconstruis, je reconstruis, et j'en fais quelque chose d'encore plus dark. Et donc là, on a de la pyromanie dans cette histoire, et un drame familial qui est très fort. Camping Purgatoire, j'en parlais tout à l'heure, revisite du mythe d'Adam et Ève. Je redistribue le casting, et je joue beaucoup sur la notion de tentation et sur la figure d'Ève et de son rôle au niveau du mythe. Fuck Me and Mouche, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça parle. Alors, Fuck Me and Mouche sur un mode qui est un peu fun, avec ce journal intime d'acteurs porno. En même temps, c'est une critique du milieu du porno et de la violence qui est faite aux femmes dans ce milieu. Mais tout ça, c'est toujours en sous-texte. J'arrive pas avec les gros sabots en disant je vais vous parler de la violence dans le milieu du porno. Mais ça infuse, quoi. Et la dernière nouvelle de ce recueil, et je terminerai mon pitch qui est un peu long, c'est la dernière partie d'une nouvelle qui était dans les 3 villénologies, donc en 3 parties, et qui s'appelle Mange pas ton gras la bouche pleine. Et celle-là me tient assez à cœur, parce que je pense que c'est ma nouvelle la plus politique. Et j'ai construit un récit choral autour de 3 personnes qui sont dans des situations économiques différentes. C'est un récit contemporain. Et en fait, ça parle du système capitaliste et de la cannibalisation du système, et que personne n'en sort indemne. Et il y a beaucoup, beaucoup de sujets, évidemment. Alors, je vais rappeler le concours pendant ce temps-là. Si tu peux mettre les oreillettes sans fil, on est pour. Et alors, oui, lancer la tablette contre un mur plus tard, mais éventuellement. C'est vraiment bizarre. Un jour, j'essaierai de comprendre, je vous le jure. À part cette nouvelle, c'est important pour les gens qui écoutent, mais je vois les réponses dans le chat, donc c'est très très bien. Vous répondez, c'est parfait. À part cette nouvelle qui part sur les trois volumes, on peut lire le 3, et puis le 1, et puis le 2, on peut tout lire dans le désordre, c'est indépendant. Il y a juste évidemment cette nouvelle-là qui est sur les 3 volumes, qui est plutôt intéressante à lire dans l'ordre, à mon avis. Donc oui, mais je vois que vous avez très bien répondu dans le chat. Restez bien avec nous, puisque au cours de cette soirée avec Violaine, on fera gagner un exemplaire
de ce livre. Moi, j'adore la couverture de la Villénologie, volume 3. On va s'en sortir, on va pas se tracasser. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends. Oui, parfait. Tu m'entends aussi? Je t'entends Ok, je aussi. suis désolée, je sais pas. C'est loi de l'emmerdement maximal. C'est presque un début d'histoire. Moi, j'aime bien, ça me fait rire, mais en même temps, c'est pas très drôle. Alors, il y a plein de mots qui décrivent quelqu'un qui écrit, mais toi, t'en as choisi un peu particulier, et là, je peux pas m'en priver. Écrivenimeuse. Ça annonce la couleur aussi, tu vas me dire. C'est quoi alors, pas de définition, mais qu'est-ce qui a fait que c'est ce mot-là qui t'est venu en tête quand tu t'es dit « Ah, c'est comme ça que je vais me présenter ». Donc sur ton site, par exemple, qu'on verra passer dans le chat, eh ben, vous voyez que c'est comme ça que tu te désignes. Ça annonce la couleur, mais comment est né ce nom, Écrivenimeuse? Déjà parce que j'aime pas faire comme tout le monde. J'ai horreur de ça. Et j'ai choisi ça en plein débat. Je suis désolée, mais c'est de l'enculage de mouche hein, sur est-ce qu'il faut dire auteure, autrice ou écrivaine. Et je trouvais qu'aucun de ces mots n'était joli. Parce que écrivaine, il y a 20. Et j'estime que quand on écrit, on n'est pas 20. Et entre auteureux et autrice, je vois pas l'intérêt du débat. Et je commence à comprendre que voilà, j'avais une littérature qui était un peu piquante, on va dire. En tout cas, je frottais à la... Comment ça s'appelle? Tu sais, des trucs là pour polir le bois. Du papier de verre. Enfin voilà. Ouais, j'ai un côté papier de verre, donc je trouvais que parler d'écriture un peu venimeuse, et voilà, c'est venu comme ça. Alors, comme le nombre de livres signés qu'on voit sur ton site notamment ne l'indique pas du tout, bah, tu as commencé tout ça il y a peu de temps. C'est assez surprenant en fait. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ton parcours? Comment tu es entré? Parce que quand on voit le site, on se dit mais il y a des tonnes de couvertures, des tonnes de projets, des nouvelles dans tous les sens. En fait, c'est très récent. À l'échelle de quelqu'un qui écrit, c'est très très récent. C'est quoi ton parcours? Comment tu as fait pour être avec nous ce soir? Il s'est passé quoi? Ça a commencé quand? Il s'est passé que j'ai passé plus de 40 ans à pas écrire parce que je pensais que j'étais pas légitime, que je ferais pas assez bien, que voilà, complexe de l'imposteur, doublé d'un syndrome voilà, de beaucoup de femmes qui font pas toujours ce qu'elles ont envie de faire, mais qui font ce qu'on leur demande de faire. Et puis un virage de vie avec un bon pétage de plomb et où je me suis dit bon, c'est soit je vais jusqu'à la retraite qui est de plus en plus repoussée et je vais avoir envie de mourir tous les matins en allant travailler, soit je prends un virage radical et j'essaie de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ce que j'avais envie de faire depuis toujours, c'était écrire. Et je me suis dit, ben, peut-être que ça sera pas bon, peut-être que... Mais fuck, quoi. On y va, on essaye. Et du coup, aujourd'hui, j'écris à temps plein, sans en vivre. Mais j'ai une urgence absolue à rattraper toutes ces années où je n'ai pas écrit. Urgence parce que déjà, voilà, j'ai envie de produire. Voilà, j'y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ensuite, urgence parce que en termes de créativité, ça afflue, quoi. J'ai des idées pour 500 ans. Donc je me dis, c'est con de les laisser perdre. Et d'un autre côté, je peux pas écrire un roman en un mois. J'ai pas cette capacité-là, comme ont certains auteurs, quand même pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler la nouvelle. Ça me permettait de faire des sorties très rapprochées. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de couvertures aussi. Parce que je sors chaque mois, en tout cas jusqu'ici, j'ai sorti chaque mois une nouvelle. Et comme je te le disais tout à l'heure, comme chaque nouvelle a vraiment été travaillée avec son identité propre, je veux proposer vraiment tout un univers par rapport à chaque nouvelle avant de les inclure dans un recueil. Et je trouve ça intéressant voilà, de faire cette sortie mensuelle, même si c'est pas là que je fais le plus de ventes. Et ça permet de poser un univers et de venir régulièrement en disant voilà, il y a cette nouvelle-là et vous la retrouverez bientôt dans un recueil. Et c'est ce qui fait aussi c'est un peu cet effet NAS. Après, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup écrit ces derniers mois. Tu as beaucoup écrit, mais c'est un rêve pour toi de vivre de ta plume, tu le disais. Alors, j'ai l'impression que tu t'en donnes les moyens, parce que tu fais ça à full, mais j'ai aussi l'impression qu'il faut être tenace. C'est un milieu compliqué, ce que tu t'es lancé comme défi. C'est un milieu compliqué pour faire ça. Oui, alors en vivre, je pense qu'il faut se fixer des objectifs ambitieux.
donc je mets pas de date. Par contre, moi je suis piranha ascendant pitbull, hein, donc quitte à finir sur les rotules et à griffer avec mes os, quand je veux un truc, je vais jusqu'au bout. Après, ça peut ne pas marcher, mais par contre, voilà, je veux pas avoir de regrets par rapport à ça. Et de toute façon, il y aura pas de regrets dans la mesure où dès l'instant où tu commences une carrière et tu commences à produire, après l'objectif c'est toi qui le fixes. Peut-être que effectivement je pourrais pas partir aux Maldives tous les ans, mais si déjà j'arrive à générer un revenu qui me permette de payer les factures, je serais extrêmement heureuse parce que ça voudrait dire que je pourrais à terme dédier tout mon temps à écrire. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est ça. On en discute un petit peu tous les deux hier soir. C'est pas écrire pour faire du fric, c'est vendre mes écrits parce qu'il y a du travail derrière et aussi pour générer un revenu qui me permette de continuer à écrire au maximum de mon temps. C'est ça la philosophie. Alors, on l'a vu avec les couvertures, tu parlais, il faut avoir les dents, on le voit sur la couverture, hein, c'est assez parlant. On se pose aussi la question, est-ce que c'est une niche de lecteurs qui aiment ce genre-là, qui mélange des tas de choses, on va y revenir. D'ailleurs, sur ton site, on peut lire pour lecteurs très avertis et pervertis, donc c'est très drôle. Mais tu dirais quoi, toi, aux gens qui pensent que c'est une sous-littérature? Parce que j'ai vu des tas de commentaires qui disaient ça. Moi, je trouve ça hallucinant, mais bon, c'est très personnel. Mais il y a une espèce de... Je sais pas, des a priori, des clichés, des tas de choses sur ce genre, et jusqu'à avoir lu que c'était une sous-littérature. Et moi, ça me dépasse quand je lis des trucs comme ça. Tu dirais quoi aux gens qui pensent ça et qui ont écrit ça sur des blogs, des commentaires Facebook, où c'était pas très passionnant, mais c'est une idée qui est dure à combattre? J'ai envie de te dire, je m'en tape. Évidemment, je suis quand même... Attends, non, quand même, remettons les choses en place. Je suis sensible à la critique. C'est-à-dire que si on me fait une critique qui est constructive, il n'y a pas de souci, je peux l'entendre. Par contre, les critiques gratuites, et notamment, je sais qu'il y a des petites personnes qui jouent à mettre une étoile sur Amazon sans commentaire, peut-être parce que ma tête ne leur revient pas, mais par rapport au travail qui est fourni derrière, c'est irrespectueux, parce que voilà, je propose un manuscrit qui est propre, il y a une mise en page, il y a une recherche au niveau de la narration, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit heurté par certaines scènes, heurté par le vocabulaire, ok, mais il faut quand même respecter le travail qui a été fourni. Ça, c'est une chose. Après, les gens qui considèrent que c'est la sous-littérature, écoute, chacun, j'ai envie de dire, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Voilà. Moi, j'estime que le travail n'est pas moins important dans certains genres littéraires. Par exemple, je ne lis pas de romance et je n'en lirai probablement jamais. Mais par contre, j'ai du respect pour les auteurs et les auteureux ou les auteurices ou les écrivaines de romance. Parce que je sais que le travail de préparation et de construction d'un roman et d'écriture est tout aussi important. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas moins noble que de la blanche. Voilà, pour pas être vulgaire, moi je suis désolée, mais il y a des bouquins où on s'emmerde. Donc, on peut considérer que c'est de la grande littérature, mais pas pour moi, quoi. Donc, moi, tout ce dont j'ai envie, en fait, après qu'on juge que... Enfin, j'ai envie de te dire... dès l'instant où je revendique le fait d'écrire du gore et de la pornographie, forcément, je sais que je perds plein de gens et qu'on fait des grands yeux. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les lecteurs à qui ça parle trouvent que ce que je propose est intéressant et qu'ils prennent leur pied aussi, quoi. Voilà. Après, ouais, c'est une niche, c'est clair. C'est une niche, avoir la taille de la niche. Est-ce qu'on peut faire un mini-test? On va essayer quelque chose. Est-ce que tu sais faire, couper ton micro et le relancer sans enlever le périphérique casque? On va voir si ça change quelque chose, parce que ça regrésille un petit peu. Je vous ai entendu. On va essayer. Et si tu reviens... Je suis revenue. Non, ça m'a pas Attends, j'ai les micros et les écouteurs maintenant. Ah oui. Là, c'est mieux? Ça, c'est Je les avais pas tout à l'heure. Voilà, là c'est parfait. On ne sait pas combien de temps, mais comme ça, on t'entend mieux. C'est parfait. Une autre question dans les genres comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de sous-catégories dans le mauvais genre. On va prendre l'étiquette très très large du mauvais genre. J'adore ce nom.
on fait comment pour s'y retrouver dans tout ça? Alors, j'ai regardé un peu sous les sous-titres, sous tes couvertures, mais au final, il y a des tas de catégories, et je me dis, quand on connaît pas, c'est peut-être compliqué de s'y retrouver. Est-ce que tu peux faire guide touristique entre gothique, fantastique, torture porn, érotique, horreur sociale, body horror, cannibalisme, monstres de pop culture, trash, survival? En fait, il y en a des tonnes et des tonnes, mais je dis tout de suite, c'est pas lié à ce que tu fais. Il y a ça dans la musique aussi, entre techno, dance, etc., etc. Vous pourriez en citer des tonnes. En thriller, vous avez thriller psychologique, etc. Enfin, bref, il y a ça partout. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus fort dans l'horreur. Je vais dire d'une manière générale horreur. Comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça quand on est lecteur? Est-ce qu'on met des étiquettes? Est-ce que c'est... Toi, tu aimes mélanger les choses, tu disais, donc ça doit être Ouais, hyper bah, compliqué. Mais ça doit être super marrant à faire, ceci dit. c'est ce qui fait que voilà, j'ai autant d'étiquettes, c'est parce que je touche à plein de trucs. Et là, il y a Mhm. des sous-catégories dont tu parlais qui sont des sous-catégories de films d'horreur. Parce que moi, ça me parle plus que des sous-catégories littéraires. Mhm. J'ai envie de te dire, comment dire? Enfin, c'est à la fois compliqué et simple. C'est compliqué pour moi parce qu'effectivement, quand on me demande ce que j'écris, et quand on me demande si j'écris comme Stephen King, ben, en fait, non. Mais alors comme qui? Ben, en fait, non. J'ai envie de dire que j'espère et que heureusement et qu'il y a des lecteurs et des lectrices qui ont de la curiosité intellectuelle et qui ne cherchent pas uniquement des choses qui rentrent dans des catégories qui sont marketées. Il faut aussi accepter de se laisser surprendre parfois. Voilà, tout ne doit pas forcément rentrer dans des cases, être étiqueté. On est dans de la création artistique et moi personnellement, j'ai pas envie, ça me gonflerait de devoir écrire dans un genre extrêmement identifié et de devoir rester dans cette case parce que c'est pas ce que j'ai pas envie de faire ça quoi. Mais ouais, effectivement, c'est pas du coup je prémâche pas le travail quoi. C'est-à-dire que s'il y a un lecteur ou une lectrice qui cherche quelque chose d'extrêmement précis, et ben la personne risque d'être un peu perdue ou interloquée par ce que je peux proposer. C'est comme mes couvertures, je te l'ai montré tout à l'heure, c'est très coloré, c'est pas dans les codes classiques des livres d'horreur. C'est un parti pris. Et c'est très bien comme ça. Alors, j'imagine il y a plein de clichés aussi qui circulent hein, quand on écrit des histoires comme les tiennes. Après, je sais pas s'il existe des histoires comme les tiennes, puisque tu mélanges, comme tu viens de le dire, mais quand on est dans ce genre-là, j'imagine qu'il y a plein de clichés quand on écrit sur de la pornographie, de l'érotisme, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent particulièrement ou qui te font plaisir dans ce genre on dit ah mais vous pouvez écrire ça. En fait j'imagine très bien des anciens collègues à toi qui diraient on n'imaginait jamais que tu serais capable d'écrire ça. Voilà, quand je dis cliché c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça entre voilà on voit la personne, on se dit tiens elle est capable d'écrire, est-ce qu'on fait des mishmash entre les deux, est-ce que parfois on amalgame l'auteur et la personne? Qu'est-ce qui t'énerve et qu'est-ce qui te fait plaisir dans tout ça? Parce que je pense que au niveau horreur et tout ce qui est pornographie, etc., il doit y avoir des tas de choses qu'on entend à longueur de journée quand on écrit ce genre d'histoire, un peu comme les thrillers, où régulièrement on me demande comment se débarrasser d'un corps. Voilà, c'est un peu le même délire. Est-ce que tu as des choses comme ça, que les gens te demandent, ou qui t'énervent, ou qui te font plaisir? Déjà, je constate un grand manque de curiosité intellectuelle de beaucoup de gens. C'est-à-dire que déjà, voilà, quand on dit qu'on écrit majoritairement de l'horreur et du fantastique, on perd 90% des gens qui n'ont même pas la curiosité en connaissant l'auteur d'aller essayer, juste parce qu'on connaît la personne. Mais c'est pas grave, voilà, les gens sont pas obligés de me lire. Après, au niveau des clichés, j'ai un peu lutté au début sur mes premières nouvelles par rapport aux clichés de la dark romance. Donc la dark romance qui est ce sous-genre extrême de la romance qui est basée sur le syndrome de Stockholm, avec un mec riche, canon, dangereux, etc., qui enlève une nana, qui la viole et elle tombe amoureuse de lui. Donc ça, c'est typiquement aux antipodes de ce que j'écris. Or, au début, j'ai senti qu'il y avait un peu une... Voilà, c'est peut-être par rapport à ma première couverture de Villénologie, il y avait un peu de confusion, les gens étaient perdus par rapport à ça. Donc là, je mets tout de suite le holà, vous prenez la dark romance, ok, et vous brûlez tout, et après, c'est effectivement ce que j'écris. Parce qu'au contraire, j'ai plutôt une approche qui est assez féministe, et chez moi, c'est plutôt les nanas qui enlèvent les mecs. Hein. Sans vouloir tomber dans des trucs
Mais voilà, le cliché à 2 balles de la dark romance, c'est absolument pas pour moi et c'est absolument pas ce que j'ai envie d'écrire. Après, une fois de plus, je respecte les lecteurs, les lectrices, les auteurs et les autrices. Mais ça n'est pas ma vision, ce n'est pas ce que j'ai envie de proposer comme vision du monde. Après, franchement, le fait d'écrire du gore ou de la pornographie, pas ça peut surprendre parfois parce que j'ai un physique qui peut être parfois, ça dépend aussi de comment je m'habille. J'ai un côté un peu classique et du coup, ça peut surprendre. Après, j'ai pas eu de problème particulier. Je trouve que voilà, les gens sont super respectueux et je trouve ça aussi cool. Je le vois sur une partie du lectorat qui est masculin, où il y a une vraie ouverture d'esprit par rapport à certains textes que moi je considère comme féministes et qui sont très très bien accueillis, voilà, avec du gore, du cul et avec un voilà, avec des choses qui sont souvent renversées quoi. Et ça passe bien. Alors, petit changement d'oreillette au passage. Je tourne sur les oreillettes. Tu peux choisir entre pas d'oreillettes et les oreillettes. C'est incroyable. Hein. Je suis là, tu m'entends? Parfait, je t'entends parfaitement, oui. Ok, Tu disais un petit peu, tout ce que tu expliques, c'est difficile à vendre. Alors, à vendre peut-être aux éditeurs, même aux lecteurs, aux lectrices. Lecteur, pour moi, c'est global. Lecteur et lectrice. C'est un genre, c'est des créations, parce que tu parlais de création. C'est difficile de susciter la curiosité sur ce que tu proposes. Au niveau des éditeurs, pardon, j'ai une première expérience avec un tout premier roman qui aujourd'hui n'est pas édité et qui ne le sera pas parce que j'ai pas envie, où j'ai tenté de la blanche, donc ce fameux non-genre, mais dans laquelle il y avait de la pornographie et une scène de cannibalisme à la fin. Et bon, je pense aussi que le roman était jeune, hein, le style était retravaillé, mais bon, l'accueil a été complètement négatif. Aujourd'hui, je pense qu'il y a assez peu d'éditeurs qui prennent des textes dans lesquels il y a de la pornographie. Et du coup, on se retrouve vraiment sur de la niche ou alors sur des éditeurs qui prennent aussi très peu d'auteurs. Voilà. Donc, ouais, un peu dur. Enfin, dur à vendre en maison d'édition, j'ai pas récemment essayé tant que ça. Hein. Voilà, le Carnage chez Zone 52, c'était une rencontre. Je n'ai pas proposé le manuscrit, ça s'est pas fait dans ce sens-là. Après au niveau des lecteurs et des lectrices, je le sens au niveau des ventes, par exemple Amazon, parce que je suis sur Amazon malgré le fait que j'aime la librairie indépendante, mais c'est un peu un incontournable pour les auteurs et j'ai beaucoup de mal à vendre sur Amazon. Parce que je pense que justement ça rentre pas trop dans les codes classiques. Par contre, je me rends compte que quand je rencontre, des lecteurs en salon, etc. Et ben là, du coup, je peux parler de ce que je fais, de mon approche, et ça se passe bien, et ça se passe voilà. Et les gens sont capables de comprendre que je n'écris pas comme Stephen King. C'est ouais, donc petite difficulté par rapport à ça, ouais. Et comme c'est des mélanges, je fais des mélanges un peu dingues. Ça rentre pas dans des cases quoi. Et les gens sont pas habitués. Tout aujourd'hui dans nos sociétés, tout est marketé, rentré dans des cases. Tu vas sur Netflix, c'est pareil, c'est rangé par catégorie. On te propose des choses qui sont similaires. Mais en fait, tout ce qui est hors case, le système n'est pas fait pour te le proposer. Donc je pense que l'algorithme Amazon, par exemple, le propose moins. Les gens ne sont pas psychologiquement habitués, prêts, etc., à essayer des choses totalement nouvelles et à faire des paris. Je pense que c'est un peu la difficulté, mais en même temps, c'est la beauté du truc, quoi. Et je me vois pas rentrer dans des cases pour. Je peux faire des concessions. Par exemple, lever le pied sur la fesse, clairement. Je sais que sur certains lecteurs et lectrices, c'est un vrai blocage. Ils sont capables de lire de l'horreur, mais dès l'instant où il y a du sexe. Donc ça, je peux le faire. Mais après, faire des concessions sur tout, non. Parce que à ce moment-là, je te parlais tout à l'heure de prendre son pied. Si à un moment je m'emmerde et que j'écris à la commande quelque chose d'extrêmement marketé, c'est pas ce dont j'ai envie pour moi, quoi. Et je sais que c'est pas le contexte dans lequel je produirai le meilleur. Je produis le meilleur quand je fais ce que j'ai envie de faire et que je prends le pied. Alors,
c'est le moment d'appeler tout le monde parce qu'on va bientôt tirer au sort la personne qui va remporter un exemplaire de La Villénologie volume 3. Mais avant, j'ai une dernière question sur tout ça parce que t'en parlais à l'instant et c'est quelque chose qui me parle. Amazon, il y a aussi une certaine censure sur les couvertures. Et je me disais que dans ce domaine-là, au niveau des livres que tu proposes, est-ce que tu dois en tenir compte? Alors, on a des exemples où, avec des couvertures un peu sanglantes, ou avec, par exemple, j'ai une connaissance, c'était une évocation d'une pendaison. Amazon a bloqué en fait complètement la couverture. On lui a dit, en gros, change la couverture ou le livre ne sera jamais vu par personne. Vu que tu es en auto-édition sur pas mal de choses et qu'il faut bien faire avec Amazon, est-ce que c'est quelque chose que tu dois prendre en compte? Est-ce que c'est quelque chose qui impacte aussi ton côté créatif? Est-ce que tu te poses ces questions-là? Ou bien, voilà, tu fais ce que tu veux et puis tu vois si Amazon te met ou pas en avant, te censure ou pas, etc., etc. Et ça peut être Facebook et tous les autres réseaux, hein, parce que, en gros, si ta couverture elle est trop trash et qu'on te signale, ton compte peut être out pendant un mois, ou plus si affinité. C'est quelque chose qui est dans ton quotidien, ou bien tu fais pas trop attention à ça? En fait, je n'en avais même pas conscience quand j'ai démarré. Je n'ai pas eu de couverture retoquée au moment où j'ai voulu paramétrer le livre. Par contre, quand j'ai démarré la publicité il y a quelques semaines, j'ai voulu tester la publicité sur mes villénologies. Et là, par contre, je me suis fait retoquer. Et franchement, c'est du foutage de gueule. Donc, ceci est sexuellement trop explicite. J'imagine parce qu'on voit un léger galbe de fesses. Mais j'imagine aussi que les couvertures avec des mecs à moitié à poil, torse-poil, etc., ça ne pose de problème à personne. Voilà, donc ça, sexuellement trop explicite. Ensuite, voilà, ça c'est trop gore. Bon, ok, je veux bien, il y a du sang, ok, je veux bien l'admettre. C'est vrai que du coup, sur la Villénologie 3, ça va être un pari. Je vais retenter la publicité, en sachant que pour moi, ça n'est ni gore ni sexuellement explicite. Donc on va voir comment ça réagit. Après, il y a encore de la censure à d'autres niveaux et je l'ai noté quand j'ai mis à la vente mon autre recueil dans lequel j'ai regroupé mes nouvelles les plus érotiques, que j'ai appelé les asphyxies érotiques et horrifiques. Et au niveau du paramétrage, j'ai déclaré le mot gore et pornographie, parce que j'estime qu'il y a des passages qui sont pornographiques. Et en fait, sur la fiche produit, pornographie a été out. Le mot a été supprimé. Donc voilà, ça ne passe pas. Visiblement, c'est très mal. Bon, en tout cas, on m'a pas empêché de vendre le produit, mais je peux pas non plus faire de pub dessus, quoi. Et la fiche produit, du coup, ne contient pas le mot pornographie. Des Américains, nous dit Kiko. Bah oui, ça fait partie du truc. Alors, tu vas pouvoir remettre les oreilles. Je vais devenir dingue et toi aussi avec ce truc. Je suis désolée, hein. Et je me rends pas compte. Hein, Mais non, mais c'est... Non. Écoute, non, c'est pas... Voilà, je te le dis quand ça se déclenche comme ça, on t'entend tout le temps très très bien. Kiko, est-ce que tu es prêt pour le petit tirage au sort? Est-ce que vous avez appelé tout le monde? Je vois. Oui. Ready. Alors, pour participer, c'est très très simple, ça va aller très très vite. Le temps de la prochaine question, on va faire ça, sauf si tu réponds très très vite, alors on dirait le temps des 2 prochaines questions. On verra un petit peu. Vous pouvez indiquer dans le chat point d'exclamation vilain au pluriel, parce qu'on est vilain ce soir, j'avais envie. Vous allez avoir le message, donc il faut l'écrire tip-top comme le message vous le dit. On est très procédurier sur ce plan-là, parce que comme ça vous rentrez dans la petite boîte pour être potentiellement tiré au sort et remporter un exemplaire de la Villénologie volume 3, un marque-page que vous avez vu tout à l'heure, et un badge. Comme ça vous avez toute la panoplie, vous êtes au complet. Et n'hésitez pas à le montrer en public, c'est toujours bien. Vos lectures, c'est toujours chouette de dire regardez dans le train ce que je suis en train de lire, c'est toujours chouette ça. Donc voilà, à partir de maintenant, le tirage au sort accumule vos participations avec le point d'exclamation vilain. Je vois que vous avez compris, c'est top, vous pouvez continuer. Alors il faut un point d'exclamation, il n'y a pas de majuscule, Xavier. Je vous laisse encore un peu le temps.
Cédric aussi, je pense que les majuscules, ça passe pas. Kiko, dis-moi si je dis des bêtises, mais je crois que ça passe. Enfin, il faut vraiment l'écrire en minuscule, avec un point d'exclamation. Top. Je vous laisse participer gentiment, et je me demandais, avec tout ce que tu expliques sur le côté création, quelle lectrice es-tu? Et moi, j'ai l'impression que tu es une lectrice éclectique. Mais je peux me tromper, mais j'ai l'impression que tu es curieuse. Est-ce que je me Ouais, trompe? c'est ça. Non, effectivement, tu ne te trompes pas, je suis très éclectique. Après, il y a des genres, effectivement, que je ne lis pas parce que c'est pas ma came. Après, je peux avoir la curiosité intellectuelle de tester. Par exemple, l'année dernière, je voulais quand même en avoir le cœur net avant de critiquer parce que j'aime pas trop critiquer sans savoir. Donc, j'ai lu Fifty Shades of Grey, qui, bon, bah voilà, le Comet. Sur le fond et sur la forme, j'ai On pourra en trouvé que parler un jour si vous voulez c'était. de ce livre-là. Je vous ferai rire. Je Ou je suis vous ferai pleurer. Je ne sais Voilà, pas. moi je respecte parce que les ventes sont là, ça veut dire que ça plaît énormément de lecteurs et plus que ma littérature. Mais je suis désolée, c'est une bousasse quoi. Donc voilà, j'ai cette curiosité intellectuelle là. Après, je suis assez curieuse, je peux lire de la Blanche. J'aime bien aussi les romans un peu historiques. Il y a un moment, je tenais le compte de tout ce que je lisais, je faisais des listes. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai lu pas mal de Ken Follett. J'ai lu du Romain Sardou. Enfin voilà, c'est très Christophe éclectique. Et demande comme. si tu lis Peter Sotos, que je ne connais pas du tout. Nein. Voilà, non. Non, je ne sais pas. Il a mis index en SOTOS. parenthèse, mais je ne connais pas Christophe Dougy. Je Et ne par sais contre, tu pas peux du tout. noter et j'irai voir parce que c'est intéressant. C'est SOTOS. SOTOS, apparemment, oui. D'accord, ok. Et au Je passage, sais Cédric, si tu veux participer, il faut mettre point d'exclamation vilain, mais en minuscule, absolument. Comme ça, je vous laisse encore un peu de temps à toutes et à tous. Il m'arrive aussi de lire des essais. Bon, tu l'as vu, je lis des faits divers. Pas mal de BD. Voilà, c'est. Mais par contre, je lis peu de nouveaux. Enfin, je lis aussi maintenant des auteurs auto-édités parce que je fais partie de la famille et qu'il y a des auteurs auto-édités qui font un travail absolument génial. Donc là, tu as vu en cours, j'ai Simon Perdry qui a un style qui est extrêmement particulier. Voilà, il y a beaucoup de styles au niveau de ses écrits. L'année dernière, moi je dis pas de bêtises, l'année dernière, j'ai lu Oracle de Stéphane Grunenwald, qui est aussi strasbourgeois et qui est un thriller horrifique qui est juste dark et sublime. J'ai lu un recueil de nouvelles d'Émile Degas. Enfin voilà, j'ai aussi la curiosité d'aller voir ce que font d'autres auteurs auto-édités et ça me permet de confirmer que, quel que soit l'avenir du marché, aujourd'hui, il y a des auteurs qui ont beaucoup de talent et qui font le choix sciemment de ne pas s'adresser à une maison d'édition pour des raisons qui leur sont propres et qui pour autant produisent un travail qui est vraiment de très 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 bonne qualité, voire dans certains cas meilleur que celui de certaines maisons d'édition voilà, qui se font pas forcément. Allez, je vois que tout le monde a joué presque. Est-ce que vous voulez encore une petite minute ou pas? Oui, on va encore vous laisser jouer une minute. On parle évidemment de la villénologie, mais tu le disais un peu tout à l'heure, tu aimes beaucoup travailler autour des contes aussi, et notamment avec les contes venimeux. Bon, je vais mettre la couverture dans une minute après avoir fait gagner le livre. Qu'est-ce que tu aimes sur ce terrain de jeu des contes? C'est un terrain de jeu au final, j'imagine, quand on Ouais, fait ce c'est que ça. tu fais. Alors, les contes venimeux, c'est donc un regroupement de mes revisites de contes en beaux livres, mais ces contes sont aussi disponibles dans les villénologies. Ça fait partie de ce fameux mélange. Mais comme il y a des personnes qui aiment particulièrement les contes, je me suis dit que j'allais proposer un beau livre uniquement avec mes contes et j'ai fait tout un travail au niveau de la mise en page. Il y a des jolis astérismes, il y a des illustrations anciennes, etc. Au niveau des contes, ce que j'aime, c'est toujours ce principe de jeu. Et je le fais aussi maintenant au niveau des revisites de films. Et j'y touche aussi avec les revisites de mythes. C'est prendre quelque chose que tout le monde connaît, qui est très balisé, et trouver ce qui me dérange
dans cette histoire et ce que j'aime aussi. Et casser tout ça et reconstruire quelque chose de différent, avec un message différent. Je trouve ça extrêmement fun. Et ce qui est chouette, c'est que ça parle aussi aux lecteurs, parce que la plupart des gens connaissent ces contes. Et du coup, ça fait écho, ils sont surpris de voir où est-ce qu'on peut aller avec plein de petites balises qu'ils connaissent, mais avec un final qui peut être absolument aux antipodes de celui du conte originel. Et après, je peux jouer aussi sur d'autres choses. Je pense au fétiche Chaboté, qui est une de mes préférées. Donc, revisite du Chaboté, dans laquelle j'ai inclus du fétichisme. Donc, on a un serial killer qui est podophile et un peu amoureux du cuir. Et voilà, j'ai trouvé ça. Tu vois, c'est ce mélange dont je te parlais tout à l'heure. C'est, je pars du Chaboté, derrière j'ai de la zoophilie, un serial killer, du fétichisme, du fantastique. Voilà, je trouve ça hyper fun parce que, en fait, le jeu, c'est la liberté. C'est, je prends des choses et moi, je décide d'en faire complètement autre chose. Et c'est très, très, c'est jouissif intellectuellement, quoi. On va y revenir dans une minute. Alors, pendant que tu retires les oreillettes, sans transition, Pico, je te propose de procéder au tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont joué. Je vous souhaite bonne merde, bonne... Et tu vois, on a bien fait d'insister, hein. Cédric 290, qui remporte un exemplaire de la Villénologie volume 3, un badge, et puis le marque-page que tu peux remontrer si tu l'as encore tout prêt, et que tu m'entends toujours comme ça. Bravo Cédric. Mais bravo. Ouais, et le badge, je l'ai pas sous la main, mais il y a le badge qui va aussi avec. Et il y aura la dédicace, évidemment, quoi. Et il y aura la dédicace. Je dédicace aussi avec amour, quoi. Je m'applique, j'ai des stylos métallisés, enfin... C'est chouette, voilà, ça. C'est important. Il y a un côté comme ça... Kiko, je te laisse gérer tout ça. Tu fais ça merveilleusement bien, comme d'habitude. Les contes, on en parlait, il y a une grosse mode hein, avec cette fameuse série, les contes interdits. C'est quelque chose, c'est un terrain de jeu qui plaît. Alors là, il y a un côté marketing très très poussé, évidemment. Ça vient du côté Québec. C'est quelque chose où tu t'es dit, tiens, moi je fais autrement, ou bien ça t'ennuie quand même de dire, on va peut-être croire que, et en fait pas du tout. Voilà, comment on fait pour revisiter des contes finalement? J'ai envie de dire... déjà les contes, chez moi, c'est pas marketing, je l'ai expliqué sur une autre interview. J'ai perfectionné mon apprentissage de la lecture avec des contes. Donc j'avais tout Perrault, tout Grimm, etc. à la maison. Ce qui fait que j'ai un attachement affectif vis-à-vis des contes. Et quand j'ai écrit mes premières nouvelles, peut-être que c'est en voyant passer les contes interdits que l'idée m'est venue, hein, je sais pas. Mais je me suis dit, effectivement, je pourrais faire de la revisite de contes, ça serait hyper fun. J'ai eu un petit passage où j'ai été inhibée en me disant, on va dire, elle fait comme les contes interdits. Et après, je me suis dit, mais merde, je vois pas pourquoi je m'empêcherais de le faire. Les contes sont dans le domaine public, c'est la propriété de tout le monde. Tout le monde aime les contes, donc je vois pas pourquoi je ne m'autoriserais pas à le faire. Et voilà, c'est parti de là. Après, pour ce que je sais de cette collection, moi j'ai une approche qui est différente. J'ai cru voir que les revisites étaient systématiquement contemporaines. Moi, chaque conte, c'est au niveau c'est le feeling de chaque conte. Par exemple, Blanche-Neige et les zombies, j'ai gardé la dimension historique du conte original. Mais bon, j'ai rajouté du zombie. Le fétiche Chaboté contemporain, la petite fille au cocktail Molotov, j'ai gardé le Danemark au 19e siècle. C'est un ensemble, c'est en fonction des idées qui me viennent que je choisis le lieu, l'époque. Donc l'approche n'est pas forcément la même. Après, voilà, il y a quand même la présence de sexe dans certaines de mes nouvelles qui est peut-être moins présente au niveau des contes interdits, je sais pas. Et c'est pas de la revendication, mais parce que je le fais pas systématiquement non plus. Mais pour qui m'a lu, j'ai aussi souvent un sous-texte au niveau de mes histoires qu'il n'y a pas forcément sur d'autres réécritures.
Voilà, par exemple, le Danemark au 19e siècle, la petite fille au cocktail Molotov, ça parle aussi de conditions de la femme à cette époque, du travail des petites filles. Blanche-Neige et les zombies, il est question d'inceste, mais aussi de vengeance. Il y a des messages derrière le côté divertissement qui, dans ma bouche, Ouais. n'est pas péjoratif, je tiens à le dire. Pour moi, j'ai une haute estime de ce que j'appelle le divertissement, mais c'est important pour toi qu'il y ait des messages, des thèmes derrière ces textes-là. Je vais pas dire des morales, Euh, peut-être pas exagéré, mais en tout cas des bah, thèmes j'aime bien qui l'acidité. reviennent. En fait, ouais, mais morale, c'est peut-être pas le bon terme parce que j'aime ce qui est acide et j'ai beaucoup de fins qui restent assez ouvertes à l'interprétation. L'histoire se termine, mais je pense que chaque lecteur peut s'approprier sa propre fin. C'est notamment très fort sur ma dernière nouvelle, La Camping Purgatoire, avec la revisite d'Adam et Ève, qui est assez violente. Et j'ai une fin, bon, je vais pas spoiler, mais qui est fantastique. Et je pense qu'il, voilà, chaque lecteur ou lectrice peut se faire sa propre interprétation par rapport à ça. Moi, personnellement, en fait, à l'issue de l'écriture de cette nouvelle, je me suis rendu compte de ce dont j'avais parlé. Mais au moment de l'écriture, je m'en suis pas forcément rendu compte. Et la démarche artistique, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas, je vais écrire une nouvelle qui parle d'inceste. Par exemple, Blanche-Neige et les zombies dont je parlais. C'est parti de Blanche-Neige et avec des zombies. Et au fur et à mesure que j'ai tiré le truc et que j'ai repris des personnages, et je sais pas, il y a un truc d'inceste qui est arrivé. Et donc c'est pas 100% sur tous mes textes, mais j'ai quand même très souvent des sous-textes. Mais c'est des sous-textes qui reviennent naturellement et parfois effectivement je ne m'en rends pas compte avant l'écriture, ni vraiment pendant l'écriture. C'est à la fin que je me dis ah ouais en fait y a vraiment ça parle vraiment de ça quoi. Euh, mais c'est pas forcément recherché. Et ces fameux sous-textes, je pense que chaque auteur a un vécu, une sensibilité. Et c'est des choses, j'ai des thèmes qui reviennent, notamment les violences sur les femmes, mais ça revient malgré moi. Ça ne veut pas dire que je fais tout le temps la même chose, mais chaque auteur a sa propre identité, et je pense que c'est plus fort que nous. On a des espèces d'obsessions inconscientes, et elles transparaissent dans nos écrits. C'est dur d'aller contre, quoi. Pendant que tu remets les écouteurs, ce sera la phrase du soir. Hein. Vous me faites rire, mais non, je ne pense pas qu'on dédicace avec du sang, peu importe à qui il appartient. C'est des... On ne fait pas ça, voyons, on ne dédicace pas avec le sang des gens. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas du tout. Quoique, peut-être. Euh, je voulais aussi aborder, tu t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais dans cet univers que tu proposes, il y a aussi un aspect série, collection qui est assez fort, j'ai l'impression. Alors c'est le cas avec la villénologie dont on a parlé, mais on va parler un petit peu parce que je voulais qu'on l'aborde. Screaming Boys aussi, c'est finalement une collection. Comment tu vois l'aspect collection de finalement tout ce que tu crées et un petit peu de ce milieu où c'est quand même une tendance, mais un peu comme il y a dans le fantastique, il y a beaucoup de séries, de sagas, etc. J'ai l'impression que c'est fort marqué aussi dans tout ce qui est horreur, etc. Comment tu vois toi cet aspect collection? Et je vais mettre pour illustrer ça, eh bien, Screaming Boys, si tu veux nous en parler, c'est l'occasion. Bon, l'aspect collection au niveau des villénologies, ouais, il existe, pour terminer là-dessus, parce que voilà, c'est un rassemblement de mes nouvelles et comme elles ont tout en commun, cette fameuse recette où je mélange des choses à chaque fois différentes, c'est ma formule, c'est voilà, les villénologies. Il y a une, j'aime pas parler de marque, mais il y a un peu ça qui transparaît. C'est, attention, ça va faire pompeux ce que je vais dire, hein, mais c'est du Violaine de Charnage, quoi. Après, sur la collection Carnage et Screaming Boys, là, c'est le coup de foudre avec la collection. Il y avait la collection Gore, fin des années 80, début des années 90. Il y a eu la collection Trash qui est devenue quasiment introuvable début des années 90. C'est ce que j'aime, c'est ce côté, dans ces collections-là en tout cas, c'est la carte blanche. C'est on donne un format à l'auteur, il sait qu'il doit produire un certain nombre de signes, mais par contre à partir de là, tu peux y aller quoi. Et c'est le cas de la collection Carnage. Chaque roman a pour point commun d'avoir du gore,
mais chaque roman est différent en termes d'atmosphère. Les identités des auteurs aussi sont très marquées. Il y a des styles qui sont très différents. Mais effectivement, il y a ce fil rouge qui est, l'horreur, le gore et le presque enfin, ouais, quasiment le no limit quoi, en tout cas dans le cadre légal. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé génial. C'est voilà, j'avais envie de faire partie d'une collection, dont c'était, l'ADN, cette carte blanche, et je voulais aussi, je pense, me prouver un truc en tant que femme parce qu'il y a peu de femmes qui officient dans le genre et je pense que j'avais aussi envie de dire, «Regardez les mecs, il y a pas que vous qui pouvez écrire du gore, quoi et du cul». C'est une question qui revient aussi. Il y a des limites? Toi, tu as des limites quand tu écris? Ou toi aussi, que ce soit dans cette collection ou tes projets, ou est-ce que c'est carte blanche? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis dans un monde où il y a Hem, un univers où il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de limites, a priori, mais il y en a peut-être. Parfois, elles sont je pense insoupçonnables, hein. ouais. C'est ça qui est marrant. On a parfois des limites très subjectives comme ça, mais Ouais, en plus, je pense que c'est très individuel comme limite. Bah, il y a pas mal de violence dans ce que j'écris, et il y a des scènes qui sont assez hardcore, mais je sais que sur, les violences sur les femmes, j'y vais, mais j'essaie aussi, tu sais, on parle de, je sais plus quel est le terme, un peu female gaze au cinéma. C'est-à-dire que, la scène est, non pas vécue du côté du prédateur, mais de la victime. Et donc soit j'ai un peu cette démarche-là, c'est-à-dire que c'est un peu le point de vue de la victime pour l'humaniser, soit effectivement j'écris la scène, mais par contre il y a un moment, j'estime que ça doit pas être gratuit non plus. Donc la scène elle est là, mais stop quoi, ça suffit, c'est bon. Je peux rajouter du gore ailleurs quand c'est un peu fun et qu'il y a de l'humour noir. Il y a des scènes où je préfère m'arrêter. Quand c'est, ouais, quand c'est trop littéral aussi, voilà. Quand il y a beaucoup de second degré, on peut faire, quasiment tout ce qu'on veut. Quand c'est littéral, je suis pas très à l'aise avec ça. Ensuite au niveau de ma propre censure, il y a peu d'histoires, enfin si j'ai quand même quelques histoires avec des enfants, mais c'est un peu mon voilà. C'est non pas que j'ai une sensibilité particulière, mais c'est pas ce qui me vient en priorité. Je pense qu'il y a suffisamment de matière à s'amuser à zigouiller des adultes, sans forcément aller chercher des enfants, donc voilà, j'ai un peu touché avec Blanche Neige et les zombies avec des préadolescentes, qui se font violer. La petite fille au cocktail molotov, bon, il y a pas de sexe, mais il y a quand même une histoire qui est bien dark avec de la pyromanie. Mais voilà, c'est pas trop un terrain sur lequel j'aime, jouer. Après sur le reste, si bon quand même, on va pas se mentir, sur, la religion, bon, j'ai quand même des textes, dans lesquels, on va dire je tape un peu dessus. Mais je vais pas sur certains terrains, parce que aussi par rapport à une forme de légitimité, c'est-à-dire que, on a beau écrire de la fiction, j'ai beau écrire de l'imaginaire, un peu nos limites et cetera. Quand je ne connais pas assez le sujet, ben, je préfère m'abstenir. J'aime bien quand même moi je suis quelqu'un qui est très, pragmatique, cartésienne, organisée et cetera et ça se sent pas toujours, mais sur certains textes, je fais quand même pas mal de recherches. Après je choisis de rester sur du très, très véridique et factuel et parfois je prends des libertés, mais j'ai besoin de me rassurer par rapport à ça et donc sur des thématiques que je connais très mal, je vais pas broder sans savoir ou aller taper à un endroit où je sais pas où je tape exactement, ouais, c'est ça ma limite, alors, pour la dernière fois, je vais te demander de retirer les ouais. écouteurs. J'ai pas dit Jacadi une seule fois, donc je pense que tu as perdu. Ça, c'est la première des choses. Si tu m'entends toujours, Je suis là, je vois ouais. l'heure qui avance. Quels sont tes projets? Bah là, il y a, j'imagine, la promo du livre qui sort dans quelques minutes maintenant. Ouais, Et quoi enregistre. d'autre? Est-ce que tu as d'autres projets? Ouais, le planning de l'année est bien Cool. rempli déjà. Il y aura très certainement je vais un peu ralentir sur le rythme des nouvelles, parce que je veux aussi me consacrer à autre chose. Donc il y aura une Villénologie 4 en 2023, mais j'en produirai pas 3. C'est un rythme qui est très difficile à tenir. Là, je travaille ces jours-ci sur une novella pour un éditeur.
Voilà, c'est pas du 100%, mais le projet est pas mal engagé. Donc ça pourrait être, pour, l'automne 2023. Heu, Après j'ai un projet de roman en auto-édition, plutôt thriller horrifique. Moi j'ai ma petite idée, je veux pas en parler trop, mais en tout cas je sais à peu près où je vais. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais c'est pour cette année. Je voudrais garder quand même mon identité dans ce roman, mais aussi en allant un peu chercher des lecteurs, d'autres lecteurs, voilà, pour leur montrer aussi un peu ce que je fais. Je sais pas si tu connais Le Recueil Maudit? Heu, cette anthologie, qui est pilotée par, Dave Turcotte-Lafont, qui est un auteur québécois, Mmh. c'est le 2e recueil maudit est sorti en 2022, et donc c'est un rassemblement d'auteurs et tous les fonds sont reversés à une bonne cause. Donc je serai dans le recueil maudit 2023, ça sera à l'automne. Et après au niveau des projets hors écriture, cette année je vais faire plus de salons. J'ai déjà des dates qui sont placées pour le premier semestre, j'attends encore des réponses et je vais voir pour le second semestre. Donc notamment je vais être à bon, c'est mi-salon, mi-détente, je vais voir des films, je vais être au Sadik Master Festival, fin du mois, c'est un festival du film extrême à Paris. Donc là on est sur 18 plus, 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 plus. Je vais être sur la convention de tatouage qui a lieu à Strasbourg fin avril. Alors là, c'est complètement atypique, c'est-à-dire que, bon, déjà dans l'Est, Strasbourg, Mmh. les événements littéraires, il y a quasiment rien, et après les quelques événements qu'il y a, c'est, pas vraiment mon genre de littérature, un peu de mal à y trouver sa place. Donc voilà, du coup, je préfère, aller rencontrer des lecteurs sur des choses complètement alternatives. Donc là, effectivement, le tatouage, ça va être un test. Je serai à Valentinier, 3e week-end de mai au Bloody Weekend, qui est un festival, voilà, autour de l'horreur et qui a l'air super fun. Et pour terminer, sur les événements, j'ai, Japan Addict, début juin à Strasbourg, qui est une convention, geek et un peu japonisante. Et dans le même style, mi-juin, Geek Unchained à Mulhouse. Pareil, convention, c'est, voilà, c'est un peu c'est des Comic-Con quoi, voilà, mais peu d'événements, 100 littéraires. Mmh. Comme dans les livres, tu mélanges. Ça a du sens, hein, finalement. Il y a une certaine logique, mais Après je suis prête à faire des tests, bah, oui, évidemment. mais pas à n'importe quel prix non plus, et j'ai une double difficulté, c'est que non seulement j'écris dans un genre qui est extrême et qui est très, très, très mauvais genre, mais en plus je suis partiellement auto-éditée, ce qui est très, très vilain sur certains salons. Donc bon, on verra. Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'entendre, même avec ou sans les oreillettes, hein. On va retenir que c'était drôle. Je suis content que ta voix est tenue aussi. Et je souhaite vraiment le meilleur pour ta sortie demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Merci pour Cédric, évidemment, qui a remporté le livre. J'espère que Kiko, tu as eu toutes les infos. Oui, on va essayer de faire ça. Le mot de la fin te revient, bien évidemment, avant de refermer. Moi, je vais mettre la couverture du petit dernier comme ça pour terminer. Je te Bah, laisse le mot de la fin ouais, de bah, ce passage parmi nous. je vous remercie de m'avoir accueilli, de me l'avoir proposé déjà, et voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme échange. Après, aux personnes qui écoutent et qui sont pas forcément, amatrices de littérature de genre et d'horreur, j'ai envie de dire: essayez. Je dis pas: «Allez acheter mon bouquin là», pas nécessairement, vous avez le droit bien sûr. Mais, ce que je veux dire c'est, voilà, parfois aussi, il faut sortir de sa zone de confort, et on peut avoir des surprises. On peut penser qu'on n'aime pas quelque chose, ou penser que, par exemple, le genre de l'horreur, c'est uniquement dérouler de la tripe, alors que c'est faux. Il y a des textes qui sont très forts, qui sont très beaux aussi. J'ai pas cité l'année dernière, j'ai lu notamment, un recueil, qui s'appelle Memento Mori de Guillaume Osgart, qui est aussi un auteur auto-édité, et ses nouvelles sont juste exceptionnelles, quoi. Et même hors considération d'horreur. C'est bien écrit, on passe un très bon moment, donc voilà. Ça mérite parfois de sortir de sa zone de confort et d'essayer.
C'est un beau message. La curiosité, c'est un peu ce qui fait l'ADN de cette chaîne aussi. Donc là, on se retrouve bien évidemment. Merci beaucoup à vous tous dans le chat. Merci à toutes les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne. C'est important aussi pour nous pour continuer. Donc merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir vu de nouveaux pseudos dans le chat. Et on a passé une toute belle soirée, j'ai l'impression, encore une fois. Merci.